Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier les organisateurs de cette journée de me permettre de partager avec vous quelques idées autour du partenariat. Et d'entrée de jeu, j'aimerais aussi vous dire que je veux vous mettre à contribution. La petite présentation que je vais vous faire a besoin de votre apport de la façon suivante. Je vais essayer de concentrer mes propos autour du partenariat et j'aimerais que chacun de vous, dans votre tête, faisiez l'exercice de connecter les éléments qui seront présentés avec la réalité des aidants, des aînés, tout au long de la journée, pendant même la présentation. Moi, je ne suis pas un expert des aidants, des aînés. Les experts sont de l'autre côté de la salle, c'est vous, vous toutes. Et tout ce qui vient d'être présenté nous dit clairement que vous êtes déjà à l'œuvre. Mais on m'a demandé de vous parler de partenariat et ce n'est pas unique à un réseau. C'est une notion qui se dessine de différentes façons. C'est une notion qui s'applique à plusieurs dimensions, mais plus j'écoutais les présentations et mes comparaisons que je fais avec le réseau des appuis, plus je me dis, s'il y a un réseau qui a avantage à bénéficier du partenariat, c'est celui de l'appui. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans ce qui suit. Alors, d'entrée de jeu, peut-être un petit regard. Est-ce que j'avance ou je recule? Je m'excuse. Je vais refaire la présentation de Guillaume. Alors, peut-être un petit regard sur une dimension qui va peut-être paraître un peu loin, mais qui est archi importante pour moi, les mots. Le partenariat, c'est un mot et c'est une notion qui vient de loin. Hein? Ça vient de partitio, du latin. Je n'étais pas encore né. Il n'y en avait probablement pas beaucoup qui l'étaient non plus parmi vous. C'est une notion c'est un mot qui s'est baladé, comme font bien des mots, entre la langue française et la langue anglaise, qui s'est baladé, c'est un emprunt en fait, un partenariat vient de partner, de l'anglais, mot qui lui-même vient de part, mais qui a été emprunté du français par. Alors on est passé de part en français à part en anglais, à partner en anglais, et on revient en français quelque part autour du début du siècle avec le mot partenaire. Mais le mot partenariat comme tel en français, c'est pas très vieux. Au dictionnaire Larousse, 1987. Il y a deux éléments qui sont importants de retenir de ce mot partenariat. Alors le premier, ça vient de partenaire, et partenaire a un suffixe qui nous dit très clairement être partenaire, c'est faire ou c'est entreprendre en commun. Mme Roy disait au début, travailler ensemble. Alors ça, c'est le suffixe « R » de partenaire. Quand on dit partenariat, il y a là un suffixe « IAT » qui lui veut dire on s'associe dans l'action. Et on s'associe dans l'action, c'est très spécifique. On s'associe dans l'action pour réaliser des choses concrètes. Et de là, ma première référence à l'appui, quand on lit le protocole d'entente entre les initiateurs de ce projet qui ont abouti à l'appui, donc d'un côté le gouvernement, d'autre côté la Fondation de la famille Chagnon, il est très, très clair que ce qu'on vise, c'est l'action. Et ce que Guillaume nous a présenté tout à l'heure, c'est de l'action. Donc, bon départ. Partenariat, cette notion-là nous vient, et en anglais et en français, d'une réflexion puis d'un milieu qui était beaucoup lié à celui de l'économie. Alors, on dit partenaire économique, partenaire d'affaires. Ça se définit aussi dans d'autres éléments, partenaire sportif, à la limite partenaire de danse. On peut aussi dire partenaire de vie. Alors, moi, je peux parler de ma conjointe en disant qu'elle est ma partenaire, mais je ne suis pas certain que si on parle qu'ensemble on a un partenariat, ça va être assez romantique pour lui faire plaisir. Alors, vous voyez que la notion de partenariat, là,
elle ne s'applique pas à tout. On fait ensemble, on fait des affaires ensemble et on fait surtout de l'action ensemble dans un espace qu'on a défini entre partenaires. J'ai, en fouillant, dénombré des dizaines de définitions de partenariat. Et pour faire simple, je vous en présente seulement qu'une, qui est proposée par M. Jean-Marc Fontan, que vous connaissez plusieurs d'entre vous, et qui va comme suit. Alors, le partenariat se réalise entre un groupe de personnes appartenant à un réseau de diverses organisations publiques, institutionnelles, privées, associatives et communautaires dans votre cas, implique des relations contractuelles. Il y a une signature en quelque part. Et là, si je fais référence à l'aventure de l'appui, il y a une signature au départ qui dit « des partenaires s'entendent avec un contrat pour réaliser des choses ». Dans votre cas, auprès des proches aidants, des aînés. Donc, il implique des relations contractuelles d'alliance volontaire. On ne force pas un partenariat. C'est un geste volontaire, sinon on est, comme dirait l'autre, bien mal parti. Incluse dans un contrat formel qui définit ce partage de pouvoir, des responsabilités et des ressources d'intervention entre partenaires. Donc, d'une part, ce n'est pas qu'un partage de pouvoir et de responsabilités, c'est aussi un partage de ressources. Puis on va voir que plus loin, il faut aussi, comme bon partenaire, être capable de partager autre chose. Positivement, les succès, mais aussi les échecs. Et un partenariat où les partenaires sont présents quand il y a des réussites et sont absents quand il y a des échecs, ce n'est pas un bon partenariat. En résumé, le partenariat, c'est quoi? Alors, c'est un projet nouveau qui va au-delà des réalisations de chaque partenaire et qui représente une plus-value. Si vous vous imaginez un... Juste une seconde. Si vous vous imaginez... Pardon. Un dessin de la théorie des ensembles, 3 cercles qui se rejoignent au milieu, vous savez de quoi ça retourne. Cet espace-là du milieu, là, il est là, le partenariat. Mais il peut se conjuguer de diverses façons, et on va y revenir. Mais cet espace-là du milieu est une dimension où chacun des acteurs s'entend qu'il y a là des objectifs, des choses à réaliser qui sont au-delà de ce que chacun peut faire, mais qui sont devenus possibles en étant ensemble. Donc, c'est un projet commun, profitant à chaque partenaire et plus généralement à l'ensemble de la communauté. Et si on est dans le domaine des affaires sociales ou du développement social, c'est encore plus vrai que dans le domaine des affaires. C'est une association de partenaires tournée vers l'action, je l'ai déjà dit et je le répète. Si ce n'est pas tourné vers l'action, vers la concrétisation, on va le voir tout à l'heure dans l'espèce d'échelle d'évolution à partir de la consultation jusqu'au partenariat. On fait des choses intéressantes, mais si on n'aboutit pas à de l'action concrète, on n'est pas dans l'ordre du partenariat. C'est un projet négocié. Les attentes des uns, les attentes des autres, les moyens des uns, les moyens des autres, la volonté des uns et des autres de faire ou de ne pas faire est différente pour chacun des partenaires. Et il faut donc négocier cet espace-là qu'on souhaite partager ensemble. C'est une relation qu'on veut égalitaire. Égalitaire, il faut beaucoup de volonté, surtout quand on travaille avec des organisations qui ne le sont pas réellement. Il y a très peu de partenariats qui mettent autour de la table des organisations qu'on pourrait dire égales entre elles. Alors, certaines sont de nature X, d'autres de nature Y, certaines ont plus de moyens, d'autres moins, mais la relation dans le partenariat, elle, devrait tendre à être égalitaire. S'il y a autorité pesante et lourde dans un partenariat, le partenariat ne tient pas la route. C'est une relation qui se fait dans un esprit gagnant-gagnant. Moi, c'est une expression qu'on entend régulièrement et qui me déçoit. Elle me déçoit parce que, dans la réalité, avant d'être gagnant-gagnant, il faut d'abord être donnant-donnant.
Si on n'est pas donnant-donnant, quelle est la part de l'investissement? Quelle est cette portion qu'on souhaite partager avec d'autres? Alors, d'abord donnant-donnant, ensuite gagnant-gagnant. Et c'est aussi un projet qui est unique. Il n'y a pas un partenariat qui ressemble à un autre. Pourquoi? Parce que les partenaires autour de la table ne sont pas les mêmes, parce que le milieu dans lequel ça s'applique n'est pas le même, parce que les personnes qui sont ciblées par l'action ne sont pas les mêmes. Chaque partenariat est unique. Le petit graphique qui suit vous montre je dirais une courbe ascendante qui met en relief deux éléments fort importants dans le partenariat. Le premier, les interrelations. La qualité des interrelations entre les acteurs, le respect au début, la fréquence, le respect dans la suite des choses, la rigueur de ces relations-là, l'ouverture, l'écoute, font en sorte qu'en s'accroissant, ont un impact sur l'engagement individuel de chaque partenaire et sur l'engagement collectif. Donc, vous voyez, Guillaume parlait tout à l'heure, a conclu dans ces éléments en disant les partenariats qu'on vous présente sont peut-être davantage de l'ordre de la collaboration que de l'ordre du partenariat comme tel. Alors, vous voyez dans l'échelle, on part au bas avec toute la dimension des échanges. S'échanger de l'information entre partenaires, puis on pourrait aller encore plus bas, hein, d'un partenaire vers les autres. Donc, ce n'est pas un échange mutuel, c'est un échange unidirectionnel. On est encore plus en bas de l'échelle. Et là, je ne porte pas de jugement sur chacune des étapes. Chaque étape est importante, chaque étape est essentielle. L'idée, c'est que si on veut évoluer vers le partenariat, il faut généralement traverser l'ensemble de ces étapes-là. Alors donc, échange unidirectionnel, échange multidirectionnel, échange mutuel entre les partenaires. Ensuite, on procède souvent à des exercices de consultation. Guillaume présentait tout à l'heure que dans les régions, il y a régulièrement des exercices où on assoit autour de la table des partenaires de tout un réseau. Je viens de participer à un exercice semblable dans la région des Laurentides où près d'une centaine de personnes ont été rassemblées en trois journées de travail différentes sur 3 territoires, des gens de tous les secteurs. Et là, la base, c'est on veut vous entendre. On veut entendre ce que vous vivez. Il y avait des proches aidants d'aînés, il y avait des gens d'organisation, des gens qui sont déjà en partenariat pour les proches aidants d'aînés. On veut entendre quels sont vos besoins et comment l'offre de services qui vous concerne a des effets positifs, quels sont les éléments qui manquent. Alors là, on est dans l'ordre de la consultation. On veut sentir ce qui se passe sur le terrain. Troisième niveau, concertation. Lorsqu'on parle de concertation, puis vous participez tous ou toutes ou à peu près à des tables de concertation d'aînés ou de peu importe à d'autres, bien, on est souvent dans l'espace où on se parle des grandes orientations, des grandes stratégies qu'on essaie de rendre plus cohérentes. On s'informe, on échange, puis on essaie d'ajuster les balises de fond entre différentes organisations. Et souvent, ces mêmes tables de concertation-là, pas souvent, mais régulièrement, peuvent arriver à avoir des fonds, à avoir des moyens qui vont leur permettre de mettre un pied dans l'action. Et vous voyez la ligne rouge pointillée à droite, on arrive dans le domaine de l'action. À gauche, on n'y est pas encore. Et dans une partie de la concertation, on peut occasionnellement arriver dans l'espace action. Mais généralement, les tables de concertation ne sont pas mises en place pour générer de l'action. Et quand on met le pied du côté de l'action, on est davantage dans la dimension collaboration. En collaboration, un partenaire qui en aide un autre, des partenaires qui se mettent ensemble pour aller un peu plus loin, qui échangent des choses. On collabore à la réalisation de quelque chose qu'on fait ensemble. Et finalement, le partenariat sur lequel on va s'attarder, qui, lui, a des dimensions particulières, et je vais m'y attarder de la façon suivante. Peut-être vous dire que lorsqu'on aborde la dimension partenariat, les partenaires, le partenariat souhaite aller donc plus loin que la concertation. Il vise à harmoniser des orientations, des stratégies. Il veut réaliser autre chose
engendrer de nouvelles actions. Quand on arrive dans la dimension du partenariat, j'aurais le goût de vous dire, ça peut grosso modo se diviser en deux grands types de partenariats. Un partenariat où l'espace, je reviens à ma théorie des ensembles, là, où l'espace central, où les partenaires essaient de réaliser quelque chose en commun, peut être de nature, je dirais, addition. C'est-à-dire que ce que fait un vient s'accrocher à ce que fait un autre, et ce que fait un troisième, puis peut-être un quatrième. Et ce qu'on vise, c'est une meilleure cohésion. C'est un service qui n'est pas segmenté. C'est un service où la personne qui est visée va pouvoir facilement cheminer d'une étape à l'autre. On harmonise et on met un peu je dirais, on met un peu de facilitant entre différentes dimensions d'une action. Premier type de partenariat. Deuxième type de partenariat, on est davantage lié à la dimension de l'innovation, carrément. Ensemble, on fait en sorte que cet espace-là qu'on partage émane de ce qu'on fait chacun, mais se lance aussi dans une aventure de création. Et là, on fait affaire à la dimension innovation, d'un partenariat qui innove. Lorsqu'on regarde l'entente de l'appui, qui était à l'origine de la création de l'appui, bien, le mot innovation revient à plusieurs reprises. Puis dans des consultations avec des gens du terrain, j'ai souvent entendu dire oui, tous nos bailleurs de fonds nous demandent de s'investir en innovation, mais on n'a pas encore assez de moyens pour réaliser ce que l'on juge faire bien et qui n'est pas nécessairement innovant. Je pense que, je ne veux pas dire qui a raison ou qui a tort, mais il me semble que l'un et l'autre peuvent se réaliser. Continuer de renforcer les actions qui vont bien ne devrait pas handicaper ou annuler la possibilité d'innover. Innover seul, c'est une chose. Innover ensemble, c'en est une autre. La création fait souvent beaucoup plus peur qu'on pense. Je procéderai par une analogie. Les premiers pilotes d'avion innovaient. Et ils devaient avoir un stress un peu plus élevé que quand ils prenaient le train. Même si dans ce temps-là, les trains étaient à vapeur et faisaient beaucoup de bruit et beaucoup de boucan, ça devait être un peu plus stressant d'embarquer dans les premiers avions. Alors, vous voyez, là, c'est l'analogie, mais c'est l'image que je voudrais vous laisser d'un projet qui est dans une zone de partenariat, mais qui fait appel en plus à une dimension d'innovation où les partenaires peuvent avoir l'impression de se lancer dans le vide, mais tout ça au service d'une cause et d'une clientèle qui les tient à cœur ou de personnes qui ont des attentes et des besoins qui les tiennent à cœur. La création d'un partenariat, ce n'est pas de la routine habituelle. La création d'un partenariat nécessite que les partenaires gardent l'esprit ouvert face au changement et qui s'engagent à collaborer, entre autres, selon une approche puis des structures qui sont différentes pour réaliser un but commun qui, lui aussi, sera différent de ce qu'ils font d'habitude. Et là, on est véritablement dans le partenariat. Sortir de nos sentiers battus pour se demander ensemble qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la situation vécue par les personnes ciblées, dans votre cas, les aidants des aînés, qu'est-ce qu'on pourrait ensemble innover et faire en sorte qu'on essaie de changer la donne, de sortir de nos habitudes individuelles et même collectives pour mieux répondre à leurs attentes. Ça va? Je suis toujours dans le temps? Oui? Bingo. Pourquoi le partenariat? Il y a une multitude de raisons qui peuvent amener les acteurs à s'inscrire en partenariat. Bien sûr, atteindre des objectifs que seuls ils ne peuvent atteindre. Alors, chacun a ses objectifs, chacun réalise déjà des choses, a la fierté de ses réalisations. Travailler en partenariat, c'est essayer au départ d'atteindre des objectifs qui sont en lien avec sa propre mission, mais qu'on ne pourrait réaliser seul.
Améliorer un programme, un projet ou un service. Se prendre en charge, mobiliser, trouver des solutions à des problèmes complexes. Les problèmes qui vous sont présentés, moi, là, dans les consultations à lesquelles j'ai pu participer en région, puis Guillaume en a parlé tout à l'heure, toute la question du référencement, toute la question d'essayer de s'assurer que les gens de plus en plus dans notre société qui sont des aidants vont se reconnaître le plus en amont possible de leur situation, vont reconnaître qu'ils sont des aidants, donc qui vont eux, avoir une écoute à l'offre de service qu'on leur offre. C'est une question énorme, c'est une question complexe. Et ça, bien, il faut que des partenaires s'assoient ensemble, en discutent et regardent comment ensemble. Il n'y aura pas qu'un haut-parleur qui va réussir à sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les haut-parleurs se mettent à l'œuvre et travaillent ensemble de sorte à ce que, véritablement, tous les aidants, le plus en amont possible, le plus précocement possible, soient conscients qu'ils sont dans une situation où on peut les aider et ne pas attendre à ce qu'ils soient rendus dans une situation où eux-mêmes ont des problèmes de santé. Donc, je m'excuse, j'ai oublié de changer le... Voilà, je m'excuse. Donc, trouver des solutions à des problèmes complexes, accroître la complexité de l'entrepreneuriat collectif ou de l'entrepreneuriat social, accroître donc la capacité d'entreprendre ensemble pour des causes qui sont sociales, pour des causes qui sont collectives et pour le mieux-être des clientèles qu'on cible. Accroître les effets ou les impacts recherchés par une action, faire plus avec moins, accroître la complémentarité, la cohésion, partager des idées, des connaissances et des savoir-faire qui sont propices à l'innovation. Je reviens sur le thème de l'innovation. Si on veut y arriver, il faut être capable de véritablement créer un espace d'échange solide entre les partenaires. Je vais aborder maintenant une autre dimension, celle du partenariat intersectoriel. C'est une dimension qui rend les choses plus compliquées, plus complexes, plus difficiles, notamment parce que les acteurs, comme je le disais tout à l'heure, ont des origines différentes, ont des missions différentes. Alors, si on parle de mission, on peut dire que les acteurs qui sont autour de la table, pour certains, parlent de mobilisation des communautés, d'autres de qualité de vie, d'entraide, etc., de services sociaux, de services santé à délivrer, de renforcement des capacités d'agir, de formation, de recherche, etc. Donc, autant d'organismes, autant de missions touchées par chacun d'eux. Mais aussi en présence des organisations qui ont des approches différentes, alors qui sont plus populationnelles, qui sont des approches plus ciblées ou une espèce de mix entre les deux. Des approches qui sont plus sectorielles ou multisectorielles, des approches qui sont intersectorielles parce qu'il y a une différence entre les deux. On n'est pas qu'à additionner les secteurs un après l'autre, mais on s'efforce d'enlever les barrières entre les secteurs. Des approches qui sont plus étatiques, gouvernementales, communautaires, privées, à but lucratif ou à but non lucratif, et on l'a vu avec les ESSAD là, dans l'espace de l'économie sociale. Mais aussi en présence des acteurs dont les revenus ou les sources de revenus sont différentes. Alors que ce soit des programmes gouvernementaux de soutien pour des organismes communautaires, des sources liées à des fondations, des revenus autogénérés. Alors vous voyez, la diversité de ce qu'il y a autour de la table ne facilite pas la chose lorsqu'on est en partenariat intersectoriel. Défi du partenariat intersectoriel. D'abord, définir clairement nos objectifs d'organisation versus les objectifs qu'on veut partager avec les autres acteurs. Et là, il y a un espace et un temps de réflexion qui est nécessaire. Il faut véritablement que chaque organisation autour de la table soit apte à dire les objectifs de notre organisation sont ABCD et les objectifs qu'on souhaiterait partager dans l'aventure du partenariat sont les suivants, et c'est dans cet espace-là des objectifs que chacun souhaite partager que se crée véritablement l'action partenariale. Deuxième défi,
concevoir et actualiser un partenariat dans une relation égalitaire ou à tout le moins équitable lors de l'action partenariale entre les partenaires qui, eux, sont rarement égaux et dont les mandats, on l'a vu, les approches, les ressources, les missions diffèrent grandement. Troisième défi, distinguer les divers rôles de certains partenaires, bailleurs de fonds, gestionnaires de programmes, de services, promoteurs de santé ou de peu importe, accompagnateurs, etc., etc. Il est parfois difficile, et lors d'une consultation terrain il y a quelques mois, j'entendais des acteurs qui disaient « Nous, d'être en contact ou en partenariat avec des acteurs qui sont à la fois bailleurs de fonds, qui sont aussi des gestionnaires de programmes avec qui on a des ententes, etc., ça ne nous crée pas de problème. » Ce qui est important, c'est lorsqu'un acteur parle, qu'il mette le chapeau qui va avec sa présentation. Alors, si un acteur est un bailleur de fonds, bien, lorsqu'il parle en tant que bailleur de fonds, il le signifie, c'est clair. S'il parle en tant qu'acteur qui offre des services directement et qui veut entrer en partenariat sur cette dimension-là avec d'autres acteurs, il le signifie aussi clairement. Puis pour d'autres, ça semblait compliqué. Ça semblait voire même impossible de dire on ne peut pas avoir des partenariats avec des acteurs qui portent des chapeaux de bailleurs de fonds et de là-dedans. Je vous laisse à votre réflexion. Moi, il m'apparaît fort possible et je serais plutôt d'avis de la première opinion de dire si les acteurs qui ont plusieurs chapeaux sont capables de les identifier clairement. Voici, je joue mon rôle de bailleur de fonds, ABCD, et je joue mon rôle de prestataire de services ou de soutien à la prestation de services, XYZ, et que c'est clairement défini, on devrait être capable de travailler en partenariat et de construire ensemble. Et finalement, harmoniser les priorités, et ça, c'est énorme. On s'inscrit dans une démarche de partenariat. Il faut absolument prendre le temps, et ça prend du temps. Et souvent, on ne le prend pas parce qu'on se bouscule avec des échéances qui font qu'au bout de la ligne, on finit par revenir. Et on doit reprendre le temps qu'on a perdu parce qu'on a voulu aller vite. Il faut véritablement prendre le temps d'échanger, de s'assurer que nos priorités, notre langage, la signification qu'on donne à des mots est clairement partagée par chacun. Donc, le langage, les cadres de référence, les outils, les agendas des uns et des autres. En partenariat, les agendas, que ce soit du secteur public, du secteur communautaire, bousculent facilement les activités de partenariat et il faut en être conscient. Donc, les outils, les agendas des partenaires qui habituellement travaillent en silo. Peut-être petite parenthèse, et ça vaut une gorgée d'eau. Il ne faut pas se le cacher, là, on est dans une province où, je dirais depuis l'honorable Maurice Duplessis, nous avons travaillé en silo. Entre ministères, entre paliers, niveaux. On s'est fait un peu des experts de ce travail en silo. Moi, je me dis, le Québec devait mettre des choses en place et chacun avait sa ligne, sa traque, se retroussait les manches puis disait « on y va ». Des grands chantiers, des grands défis. Et là, il me semble que depuis peut-être une bonne dizaine d'années, wow, la donne commence à changer. Et il n'y a pas que les grands défis, il y a le grand défi. Et le grand défi, c'est de travailler ensemble. C'est de briser ces silos. Et il y a, je dirais, 6-7 ans, là, on a commencé à entendre sur le terrain des gens dire dans plusieurs communautés locales, bien nous, là, on est déjà là. On a déjà commencé à briser des barrières, à travailler à l'intersectoriel, à briser des silos, à travailler entre nous, etc., des gens de divers secteurs. Et la conclusion, c'était, oui, mais en haut, est-ce qu'ils ont commencé? Est-ce que le régional a commencé? Puis là, quand on réunissait des gens du régional, ils disaient, bien là, nous, on a commencé, mais en haut, est-ce qu'ils ont commencé? Puis là, je me suis rendu au national, mais regardez en haut, on ne savait plus quoi regarder.
je pense que là, on dépasse ça. On dépasse ça parce que non seulement les gens souhaitent travailler à un projet plus intégré, plus large, mais souhaitent aussi que ça se passe entre les niveaux. On n'est pas qu'à un niveau en échange intersectoriel puis en vision plus large. On est aussi à tous les niveaux, du national au local, en passant par le régional, puis au Québec, on a le supralocal ou le sous-régional. On est bien fort là-dessus, là. Et là, si le regard ne se fait que horizontalement, c'est déjà quelque chose. Mais au Québec, il y a des structures qui viennent en soutien à ce qui se fait au palier local. Et il faut véritablement que le flux vertical s'active aussi et que les partenariats incluent des réflexions qui vont percoler non seulement du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Il n'y a pas que des obstacles aux défis de partenariat intersectoriel. Il y a aussi des leviers. Bonne nouvelle. Quelques-uns, je vous les relève. Alors, la vision, d'abord, je dirais un des leviers principaux, c'est la vision globale qui est engendrée par la diversité des points de vue. La richesse des points de vue autour de la table, lorsqu'on assoit des partenaires communautaires, des partenaires du réseau de la santé ou du réseau d'éducation, des partenaires qui sont dans la structure gouvernementale, dans la structure municipale, dans la structure privée, à but lucratif ou à but non lucratif, la richesse de ce qu'on a autour de la table, de ces points de vue et des compétences. Il ne faut pas se leurrer. Dans tous ces réseaux, il y a des compétences. Les pas, je vais revenir à Maurice Duplessis, là, les pas de compétences qu'on a fait depuis 40, 50 ans au Québec, là, c'est énorme. C'est énorme, c'est incroyable. Si on se compare à ce qu'il y a ailleurs, c'est incroyable. Mais elles sont là, nos compétences. Mettons-les ensemble et activons les échanges, les discussions et on se rend rapidement compte de la richesse de ce qui est amené autour de la table. Je me permettrai peut-être une petite parenthèse, expérience vécue autour du partenaire municipal. On a regardé tantôt dans les statistiques, 30 des gens de la salle ici sont du réseau de la santé, une trentaine de pourcents du réseau communautaire, etc. On est dans une dimension, lorsqu'on parle des proches aidants d'aînés, où fondamentalement, moi je me dis, au Québec, il y a deux structures qui ont une approche purement et proprement populationnelle. Les C3S, qui sont du réseau de la santé, et la municipalité, qui, elle, travaille de façon plus globale à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Petite parenthèse suivante. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'étais déjà jeune professionnel au début des années 70. Et pendant cette période, un ministre qui était probablement un des plus jeunes ministres au Québec, Claude Charron, avait hérité d'un ministère créé tout neuf qui était le sport et le loisir. Et je ne me rappelle pas si ça avait un autre nom, ça a dû changer 30 fois de nom là, pendant ces années-là. Et il a travaillé à la rédaction d'un livre blanc dont le titre était « Municipalité, maître d'œuvre en loisirs ». J'ai participé à ces consultations dans plusieurs milieux à cette époque et la réaction de plusieurs municipalités était une réaction relativement de crainte. « Wow! Le gouvernement veut nous pelleter sur le dos des municipalités toute la responsabilité du loisir, alors qu'avant, il s'investissait, le haut commissaire, là, vous me suivez, là, hein? » Puis finalement, discussion après discussion, lentement, l'idée a germé. Et savez-vous quelle idée a fait pencher la balance? C'est que dans le livre blanc, le chapitre central de municipalité maître d'œuvre portait sur une expression, le soutien à l'action bénévole. Et c'est là que les municipalités ont commencé à cliquer puis à dire, « Wow, on a des centaines et des milliers de bénévoles qui s'investissent dans nos communautés et si on ne les soutient pas, problème à l'horizon. » Et là, tranquillement, pas vite, wow, la municipalité. Moi, je prends cette parenthèse
puis je regarde qu'est-ce qui est l'appui pour les proches aidants des aînés, dans le libellé de l'entente qui définit qu'est-ce qu'un proche aidant, un proche aidant est une personne qui donne au Canada bénévolement à un aidé. Pour moi, là, on est dans la même dimension. En 1970, les municipalités souhaitaient s'occuper, ont développé leur maîtrise d'œuvre en loisirs en se disant il faut véritablement offrir des loisirs à nos jeunes. Sans ça, on va se ramasser avec des problèmes de délinquance, et etc. Après les jeunes qui étaient investis dans le domaine du sport, le domaine de la culture est allé parce que le sport était plus réservé aux garçons. Puis là, le domaine de la culture est arrivé en disant là, il n'y a pas que les garçons qui doivent bénéficier de ça, les filles aussi dans le domaine sportif. Puis là, le domaine culturel est arrivé, puis on dit c'est bien beau, là, mais les activités qui permettent aux personnes de s'épanouir ne sont pas que sportives. Il y a aussi des activités culturelles. Puis après les activités culturelles, bien, les organismes communautaires ont dit, bien là, wow, un instant, là, si tout le monde en donne, nous, on est là pour l'aide, l'entraide, la collaboration, etc., les milieux défavorisés et tout le kit. On embarque dans le train aussi. Et finalement, toute cette richesse-là s'est multipliée et a bénéficié grandement de municipalités maîtres d'œuvre et de soutien. Bien, pour moi, les aidants des aînés doivent aussi cogner aux portes des municipalités puis dire, vous n'avez pas tout ramassé. Bien, il y a une part qui vous appartient, comme il y en a une autre qui appartient aux organismes communautaires, comme il y en a une autre qui appartient au réseau de la santé. Ce sont des citoyens, ce sont en plus des payeurs de taxes, et ils font partie de la qualité de vie de votre communauté. Dans des régions rurales, il y a une madame qui disait, il y a peu de temps, là, il y a quelques semaines, dans une consultation, nous, si la municipalité ne facilite pas les transports qui permettent à des aidants de se déplacer pour du répit, ou etc., problème, les gens vont déménager. Wow! Là, le préfet de la MRC qui est dans la salle se dit, bien, j'en ai pas mal, moi, sur mon territoire. Là. Si tout le monde se met à se déplacer vers les milieux urbains, problème. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de forcer la main. Je pense qu'il est important de faire en sorte que, et là, j'ai donné l'exemple de la municipalité, mais puis on pourrait faire la même chose avec le milieu privé à but lucratif. Je vais revenir avec mon analogie du début du loisir au Québec, municipalité maître d'œuvre. Les entreprises privées, caisses populaires, banques, marchands du coin, etc., investissent à chaque année des millions pour soutenir des tournois de ci, des tournois de ça, des expositions de peinture, etc. Pourquoi est-ce que le privé ne donnerait pas un coup de pouce pour les aidants des aînés? Pour moi, c'est du pareil au même. Alors, je termine sur ces leviers et je vais avancer rapidement parce qu'on me fait signe que le temps s'écoule. Il y a peut-être une petite dimension sur laquelle j'aimerais apporter votre attention, qui est la suivante. On a parlé de partenariat, on a parlé de partenariat intersectoriel. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur le fait que le partenariat, lorsqu'on s'adresse à l'univers des proches aidants des aînés, est aussi un partenariat qui s'inscrit en développement social. Et ça, c'est crucial. Et quand on parle de qualité de vie de la population, c'est essentiel. Alors, si on prenait une petite définition courte qui est proposée par M. Bernard, alors, le développement social, c'est un ensemble de processus d'amélioration. Alors, le partenariat intersectoriel en développement social, donc, si on définit le développement social comme un ensemble de processus d'amélioration des conditions de vie et des potentiels des individus et des groupes, fait en sorte que le partenariat est le fait d'acteurs de divers niveaux, mais il prend tout son sens au niveau local. Quand on est en développement social, on est donc en contact direct avec les individus. Le partenariat peut se conjuguer au niveau national, au niveau régional. On est dans l'ordre des grandes politiques, on est dans l'ordre de formuler et je dirais, de donner des balises au soutien qu'on veut accorder à ce qui se passe au niveau local, mais le concret, le réel, ce qui va véritablement rendre service à un aidant des aînés, se passe sur le terrain.
Donc, le partenariat, lorsqu'on y accole la dimension de développement social, bien, il est le fait d'acteurs de divers niveaux, mais il prend tout son sens au niveau local, là où le contact direct se fait auprès de l'aidant, et là où les partenaires sont en lien direct donc avec cette personne, d'une part, mais aussi avec son environnement. Et ça, c'est deux éléments sur lesquels il faut apprendre à tabler et à jongler parce que l'un et l'autre sont incontournables. J'ai parlé tout à l'heure de transport. On est dans le domaine de l'environnement. On peut parler d'environnement physique, on peut parler d'environnement économique, on peut parler d'environnement socio-culturel, on peut parler d'environnement politique. Ce sont des dimensions qu'il faudra apprendre à réfléchir autour des aidants, des aînés. On n'est pas que dans la dimension d'aide directe personne à personne. On est aussi dans la dimension qui peut faire que l'environnement des aidants leur facilite le travail. Et je redonne mon exemple du transport. On est aussi sur le terrain dans une dimension qui nous permet donc de favoriser la proximité entre les organisations. Et cette proximité-là, en développement social, permet d'amoindrir ou d'amenuiser les barrières qu'on rencontre entre les secteurs. On est dans une dimension intersectorielle, on est sur le terrain, et les organismes se connaissent entre eux, et c'est plus facile souvent pour eux, sur le terrain, de briser les barrières qu'on retrouve entre les secteurs. Bien sûr que si on parle de partenariat intersectoriel en développement social, il y a un incontournable, c'est que ce partenariat donc, de développement social mise sur des valeurs humanistes. Autrement, on n'est pas dans l'ordre du développement social, de valeurs qui tournent autour donc de l'humanisme, qui tournent autour de la solidarité. On parle d'aide, on parle d'entraide, on parle de bénévolat, on parle d'empowerment. Et de façon générale, ce sont des actions qui placent la personne au centre des priorités. Ce ne sont pas les organisations qui sont au centre des priorités, ce sont les personnes. Et je terminerai cette petite section en vous lisant donc un propos énoncé par l'Organisation mondiale de la santé qui définit l'action intersectorielle comme étant une relation entre des éléments de différents secteurs de la société et qui a été établie, cette relation, en vue d'agir sur une question de façon à atteindre des résultats en matière de santé d'une façon qui soit plus efficace, plus rationnelle et plus durable que si le secteur sanitaire était le seul à agir. Il y a une façon de réfléchir à ce libellé qui serait grosso modo le suivant. La dimension de la santé n'appartient pas qu'au réseau de la santé. Les facteurs qui font en sorte que notre communauté est en santé, les analyses nous disent que sur une vingtaine ou 20 ou 25 de ces facteurs-là, il y en a un nombre limité qui relèvent réellement du réseau de la santé étatique. Les autres relèvent de l'environnement, relèvent de l'ensemble de la population, et j'aurais le goût de vous dire, le réseau de la santé, ce n'est pas que le réseau de la santé. Le réseau de la santé, c'est nous tous. C'est nous tous individuellement, c'est nous tous collectivement. Et si on veut changer des choses pour améliorer la qualité de vie des aidants, des aînés, il faut absolument que nous tous, nous mettions à l'œuvre et ensemble. Je vais terminer en vous proposant quelques petites... les messages essentiels sont passés. Le reste, là, c'est des éléments, je dirais, beaucoup plus organisationnels de comment s'organise un partenariat. Et dans les ateliers qui vous sont proposés pour cet après-midi, les présentations qui vont être faites, vous allez être dans le plus concret et je ne m'attarderai pas là-dessus. Je pense que l'essentiel du message que je voulais vous délivrer a été fait. J'aimerais peut-être amener à votre réflexion 3 citations qui sont faites par des personnes fort différentes et qui vont comme suit. Alors, de Tony Ellerman, qui est un écrivain américain, qui disait « Quand tu auras compris l'ensemble, alors tu comprendras les parties, donc commence donc par comprendre l'ensemble. » Une deuxième qui dit
Si l'on veut faire du concret, si l'on veut faire du vrai, il faut travailler ensemble ou faire travailler ensemble des gens différents. La différence dont on parlait tantôt, des acteurs d'un milieu et des acteurs d'un autre. Et finalement, sur une réflexion beaucoup plus large, mais qui est tout à fait appropriée, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Merci beaucoup.